dernière table ronde émetteur, c'est sur l'ISR, le développement durable. Stratégie ISR pour une entreprise, un thème à la mode, un engagement. Donc on a Séché Environnement représenté par M. Andersen et Fatih Dembélé de la financière d'échiquier pour l'interroger. Mais je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Donc, au sujet de Séché Environnement, j'avais déjà une première question. C'est vrai qu'en fait, le secteur des déchets que vous connaissez tous a plutôt mauvaise presse. En général, on pense très rapidement aux décharges à ciel ouvert, éventuellement aux riverains qui vont s'opposer à l'installation d'un centre de stockage près de chez eux. Et donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la capacité de Séché Environnement à s'imposer comme un acteur exemplaire dans un secteur plutôt difficile. Et donc, la première question, c'est de comprendre un peu quelles ont été les motivations qui ont guidé votre entreprise à s'intégrer dans une démarche de développement durable. Parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'initiatives qui sont listées et on a rarement l'occasion de comprendre vraiment pourquoi les entreprises se lancent dans ce type de démarche. Donc, première question, qu'est-ce qui a motivé Séché Environnement plus précisément ? Je dirais tout d'abord le paysage concurrentiel de l'époque, puisque Séché Environnement est le dernier des entrants du secteur du déchet. L'entreprise a été créée par Joël Séché en 1984 dans un univers qui était déjà largement occupé par des grands concurrents que vous connaissez, également beaucoup de petits. Et donc l'excellence était surtout le moyen de se distinguer des autres. Voilà, maintenant pour revenir sur votre question, je dirais que dans ce contexte, on n'a pas initié de politique de développement durable. Je dirais que le développement durable est génétique à l'entreprise, puisque qu'est-ce que l'on fait nous vendons du développement durable à nos clients, que ce soit des collectivités, des industriels. Nous leur vendons de la performance environnementale, qui est évidemment qui est une notion qui s'est élargie dans le temps. C'était d'abord autrefois la réduction de ce qu'on peut appeler les passifs environnementaux, donc qui sont évidemment très coûteux pour le producteur de déchets. C'est aujourd'hui de l'extraction de la valeur à travers du déchet, donc de la restitution de valeur pour le producteur. Je donnerai deux exemples concrets qui illustrent cette démarche. Il faut savoir qu'en France, depuis 1975, il y a une loi qui s'appelle la loi pollueur-payeur, la première loi environnementale fondatrice, et qui institue la responsabilité du producteur de déchets. Donc quand un producteur de déchets vient, il nous délègue quelque part sa responsabilité. Donc nous sommes responsables en termes de process. Donc nous nous sommes fixés dès le départ cet objectif d'excellence environnementale. Je dirais, deuxième point, c'est que quand on est excellent pour soi-même, qu'on a su développer des process, on est capable de les vendre à des clients pour travailler chez eux sur leur site, et c'est ce qui nous permet plus récemment d'être entrés sur des marchés, par exemple de la gestion déléguée d'infrastructures pour des grandes collectivités, ou bien sur ce site dans le cadre de contrats d'externalisation pour des clients industriels. Voilà. Alors je dirais que l'autre partie de la réponse, ça c'était notre démarche, je dirais proactive. L'autre partie de la réponse, c'est parce qu'on y est obligé, à minima. Nos métiers sont des métiers réglementés, nos activités sont des activités impactantes. Si on pense par exemple au stockage de déchets, il y a de l'emprise foncière, il y a de la modification des paysages, pour ne parler que de ce que l'on voit. L'incinération, il y a une question éventuelle des rejets. Donc nos activités ne se font pas sur le domaine public, comme la collecte, par exemple, de déchets. La valorisation et le traitement de déchets se fait sur des ICPE, c'est-à-dire des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont des installations dangereuses, en tout cas au terme de la réglementation, qui obéissent donc à la réglementation des risques industriels. On a plusieurs installations qui sont même classées Céveso et qui sont donc soumises au contrôle continu et inopiné des administrations de tutelle. Donc ça, c'est
pourquoi il faut faire du développement durable à minima. Je dirais aussi pourquoi faut-il faire mieux que le minimum réglementaire, hein, et ça c'est toujours l'objectif que c'est toujours fixé, séché dès le départ, parce que tout simplement c'est un gage de pérennité de l'entreprise. Nos métiers sont des métiers à autorisation, c'est-à-dire qu'on va recevoir de l'État, en fait, en l'occurrence du préfet, hein, de l'autorisation de traiter sur un territoire donné d'un certain type de déchets dans une certaine quantité pour une certaine période. Il est clair que ces autorisations doivent être renouvelées si on veut durer, donc il faut bien faire, hein, et voire mieux que bien faire si on veut favoriser non seulement le renouvellement, mais aussi les extensions d'autorisation qui sont les gages de croissance du chiffre d'affaires. Je dirais que dans ce cadre, nous nous attachons, nous, à favoriser ce que j'appellerais la symbiose sociétale, c'est-à-dire en se donnant justement ces objectifs qui vont au-delà des réglementations, en intégrant notamment ce qu'il est convenu d'appeler les parties prenantes, mais alors bien sûr les riverains, mais également les parties prenantes silencieuses. Hein. On intègre, nous avons des écologues qui travaillent en interne à l'entreprise pour donc intégrer les préoccupations sociétales au projet de développement et ainsi contourner ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, hein, Not in my backyard, c'est-à-dire que tout le monde veut que le déchet soit bien traité, mais surtout pas à côté de chez moi. Hein. Donc ça c'est le troisième point. Je dirais que si je dois donner une quatrième raison, c'est l'éthique personnelle de Joël Séché, hein, le fondateur, qui est très impliqué dans ces questions de développement durable, hein, qui a créé l'entreprise sur ces bases, qui insuffle cette culture d'entreprise au sein du groupe, qui s'est fédéré, qui s'est fait adhérer les collaborateurs à ce projet, qui est bien sûr relayé ensuite à travers des codes de comportement, d'action, etc. Alors j'en profite, vous parlez de Monsieur Joël Séché, donc le président, fondateur du groupe quasiment éponyme, donc Séché Environnement. Il est aujourd'hui actionnaire à hauteur de 41% du capital et il détient 57% des droits de vote. La fameuse question qu'on pose souvent, c'est finalement qui peut dire non à Joël Séché? Quel contre-pouvoir face à Joël Séché? Ouais, alors je dirais que c'est moi j'appelle ça le paradoxe des sociétés familiales, effectivement, qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre de la gouvernance telle qu'elle est organisée aussi, d'ailleurs indifféremment pour les grands groupes comme pour les sociétés plus modestes dont nous faisons partie. Hein. Je dirais que tout d'abord, il y a un conseil d'administration qui est assez indépendant, puisqu'il est composé de 5 membres, dont 2 sont indépendants au terme des règles de la gouvernance. Je dirais il y a un ex-indépendant qui ne peut plus l'être puisqu'il il fait partie prenante du Conseil depuis 1993. Mais peut-être, outre l'indépendance, que vous nous parlez en fait des compétences des administrateurs et un peu de leur profil, nous expliquer en fait en quoi ils connaissent très bien l'activité du groupe et ils sont en mesure de vraiment challenger Monsieur Joël Séché au Conseil. Voilà, alors déjà Joël Séché, il serait là, il le dirait comme moi, il est autodidacte. Hein, c'est quelqu'un qui a créé son entreprise en héritant, je dirais, à l'âge de 20 ou 22 ans, malheureusement, de l'entreprise de son père décédé prématurément. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a fait de longues études et il a su s'entourer de personnes, au contraire, peut-être plus formées, avec des courbes d'expérience, comme il est convenu de dire, plus adéquates. Je parlais tout à l'heure de cet administrateur qui est présent depuis 1993. C'est un ancien président du groupe Point P, hein, filiale de Saint-Gobain. Donc c'est un industriel qui connaît bien le monde des industriels. Nous avons également un ancien directeur général de Dexia, qui est un administrateur indépendant, Philippe Valtou. Donc qui lui connaît bien le monde à la fois des collectivités et le monde bancaire, comme vous l'imaginez.
Nous avons une personne que vous connaissez peut-être qui nous a rejoint plus récemment, qui est Madame Dominique Sirot, qui est également indépendante, qui représente l'élément féminin du Conseil, le 20% de féminisation du Conseil, donc qui, elle, nous apporte sa connaissance, alors bien sûr des marchés financiers, de sa vision des marchés financiers. Vous savez que c'est une personne qui a été qui a consacré sa carrière à l'investissement dans les ETI, hein, même partie à l'origine de la création du second marché. Donc elle apporte son expérience des sociétés de croissance, c'est cette vision extérieure. On a bien sûr également un actionnaire important qui s'appelle la Caisse des dépôts, que je ne présente pas, et qui apporte aussi toute son expérience au Conseil. Et pour illustrer un peu le débat qui existe au sein du Conseil, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de propositions qui ont été peut-être discutées au niveau du Conseil, qui ont été peut-être apportées à M. Joël Séché, qu'il a finalement considéré et qui montrent, entre guillemets, à quel point il y a un contre-pouvoir potentiel face au président fondateur? Oui, je donnerai un exemple très concret et très actuel, et c'est la création d'un comité d'audit et de stratégie qui est inscrit en fait dans le pacte d'actionnaires que nous avons avec la Caisse des dépôts, que Joël Séché a parfaitement accepté. Bon, c'est vrai que quand vous êtes dans une société familiale avec un président fondateur, avec une forte personnalité, vous pouvez vous dire que le comité d'audit, le comité des rémunérations, le comité de ceci, le comité de cela, c'est lui. En l'occurrence, nous sommes en train de développer donc un bras séculier au conseil d'administration qui sera ce comité d'audit et de stratégie qui sera amené à réfléchir sur les métiers du groupe, sur les marchés et sur la stratégie de moyen et long terme, les impulsions à donner, donc les investissements qui peuvent être faits dans telle ou telle direction, qui est étendu, élargi à des cadres du groupe. J'en fais partie modestement, et donc c'est le fonctionnement de la société est véritablement participatif, hein, c'est une démarche collégiale, ce sont des décisions qui sont collectives et partagées. D'accord. On suivra donc la progression de ce comité d'audit et on essaiera de comprendre comment est-ce que ça vous aide finalement à mieux définir la stratégie. Sur un autre sujet, en fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la performance extra-financière des sociétés, c'est de comprendre en fait la perspective, de ne pas simplement s'arrêter à un instant T et de comprendre quelles ont été les évolutions, comment le groupe a un peu engager une dynamique en faveur du développement durable, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'improviser une politique la veille de la parution de l'article 225 de la loi Grenelle 2 sur le reporting extra-financier. Il s'agit d'avoir un engagement sur la durée. Et dans le cadre de Séché Environnement, ce qui nous paraît important, c'est qu'il y a vraiment une mutation du groupe. Hein, on est passé d'un acteur qui essayait de concentrer en fait la pollution, c'est-à-dire de la soustraire de la vue des collectivités, des industriels qui se débarrassent finalement de leurs déchets. On est passé de ce statut à un statut d'extracteur, aller chercher dans les déchets des ressources, de la matière qui a une valeur marchande. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à une troisième étape qui est celui de transformateur. Vous veillez en fait à faire du déchet une ressource, à faire que le déchet devienne source d'énergie. Donc il y a vraiment un changement de profil de Séché Environnement, et c'est intéressant pour nous de comprendre comment votre démarche de développement durable a également évolué. Oui, je dirais qu'elle a évolué, comme vous le dites très bien, avec la taille de l'entreprise. Elle a d'abord été empirique et elle est aujourd'hui systématique. Alors empirique, pourquoi ? Parce que tout simplement, au début, on a fait du développement durable sans le savoir. Hein. Le mot développement durable, il date du début des années 90, je crois, après la conférence de Rio de 92. Donc nous avons été créés, enfin Joël Séché a créé l'entreprise en 84. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne venait pas du tout des métiers de l'environnement. Il était plutôt dans les travaux publics et il s'ennuyait beaucoup. Ça lui tombait un petit peu comme ça dessus sans le vouloir, et il cherchait à transformer sa société vers quelque chose
qui lui parlait plus au niveau de sa personnalité. Et il a eu cette opportunité quand la ville de Laval, Joël Séché mayennais, la ville de Laval lui a demandé de trouver un terrain pour créer une installation dite de classe 2, c'est-à-dire pour le stockage d'ordures ménagères. 84, c'est une date importante, c'est une loi qui a transformé les normes en matière de gestion d'ordures ménagères. Donc il s'est dit, bah, ça c'est une très bonne idée, et plutôt que de trouver un terrain, de creuser le trou et puis de repasser le trou à la collectivité, je vais acheter le terrain et puis je vais gérer cette installation. Alors ça n'a pas été tout simple au début, mais surtout ce qui a été fondateur, c'est qu'au moment du dépôt d'autorisation, ça a été la levée de fourche dans les campagnes mayennaises. Joël, on t'aime bien avec tes pelleteuses, mais là avec tes ordures ménagères, tu vas nous pourrir l'existence. Et il y a eu plus de 200 questions posées à l'enquête publique, et c'est dit c'est une catastrophe, si même mes amis sont contre moi, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais me développer. Voilà. Et plutôt que de se dire pour vivre heureux, vivons cachés, ces gens-là sont contre moi, donc je veux pas en entendre parler, etc. Il a au contraire ouvert son site et il a intégré dans le projet industriel toutes les remarques de ces riverains, de ces opposants, et on a fait finalement quelque chose qui ne s'était jamais vu en France, avec des véritables innovations en matière notamment de protection des sous-sols, protéger les nappes phréatiques de ce qu'on appelle les lixivia, qui sont les jus de fermentation du déchet. Il a mis des géomembranes, des drains, il a mis des installations pour capter ce qu'on appelle les biogaz, qui sont les gaz de fermentation du déchet, qui donnent cette mauvaise odeur, et puis des portiques anti-radioactivité, bref, des choses qui ne s'étaient jamais vues, qui n'existaient pas, puisqu'on était effectivement dans le monde de la décharge à ciel ouvert, dans lequel on mettait un peu le feu de temps en temps pour diminuer le niveau. Et donc, on a travaillé tant et si bien, d'abord avec les riverains, et puis ensuite, on a intégré des écologues, on a travaillé sur le milieu, sur la biodiversité, on a travaillé sur les indicateurs, les bio-indicateurs, notamment tout ce qui est amphibien, etc., batraciens, qui sont des indicateurs notamment de pureté d'eau, donc ça nous permet de mesurer nos taux de rejet. Bon, tant et si bien qu'en 1996, on a été la première entreprise au monde, dans notre secteur d'activité, à obtenir la norme ISO 14001 l'année même de sa création. Donc on était vraiment tellement en avance que ça a été très facile. Aujourd'hui, on a plus de 50 certifications pour une trentaine de sites. Ça veut dire que les sites sont pluricertifiés. Alors on a des certifications très techniques, comme les certifications MAS, qui nous permettent de travailler avec l'industrie chimique. Les certifications ISO 9001 que vous connaissez bien, des plus techniques qui vont toucher à, par exemple, on a été les premiers l'année dernière à instituer pour l'un de nos clients, l'incinérateur de Pau, la certification ISO 50001 qui est pour l'efficience énergétique, touchant aux salariés, aux LOSAS 18001, la sécurité, etc. etc. Peut-être plus que les certifications, est-ce que vous nous apportez un peu des exemples de moi, ce qui m'a frappé quand on va sur le site de Changé en Mayenne, on se rend vite compte qu'en fait, gérer un centre de stockage, c'est finalement gérer un amas d'ordures, et donc il faut veiller à le réhabiliter en fait post-exploitation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout un plan de suivi sur différents types d'indicateurs et qui traduisent en fait la capacité de sécher à finalement rendre le terrain qui a fait l'objet d'un centre de stockage, rendre ce terrain à la communauté sans nuisance. Alors on a une phrase chez nous qui est le mot d'un de nos écologues un peu fondateur de notre démarche environnementale. C'est, je ne sais pas si elle est de lui, mais elle est souvent en baseline dans nos documents, c'est nous ne possédons pas la terre, nous l'empruntons à nos enfants. Et c'est bien la démarche de Joël Séché de se dire que ce site, aujourd'hui il a une exploitation, ça fait 25 ans, voilà, il a peut-être encore des décennies d'exploitation, mais un jour ou l'autre, il reviendra soit à l'état naturel, soit il doit être prêt à recevoir une autre activité humaine.
Donc nous avons une démarche, effectivement, comme vous le disiez, de réhabilitation à l'avancement, ce qui permet également de favoriser l'intégration sociétale, puisqu'évidemment, on n'a pas un tas d'ordures sous les yeux, mais on a des bosquets, on a des talus, on a un paysage qui imite le paysage mayennais. Et je dirais même que chez nous, les écologues ont la même part de voix que les ingénieurs. On n'hésite pas à faire contourner les alvéoles si par exemple on a le cas d'un chêne centenaire. Voilà, donc Joël Séché était prêt à faire venir un hélicoptère de l'armée soviétique à l'époque pour déraciner le chêne et le replanter ailleurs. On lui a expliqué que c'était pas possible, donc c'est plutôt l'alvéole qui a contourné le chêne. Donc il y a vraiment un souci de conserver les éléments marquants à la fois du paysage naturel, mais également du bâti humain. On garde les vieilles fermes, on les réhabilite et on les utilise d'ailleurs comme nos propres bâtiments d'exploitation. D'accord. Peut-être une quatrième question en fait sur ce que vous apporte cette démarche de développement durable, parce que souvent en fait on considère que tout ça c'est en fait des coûts supplémentaires qui n'engendrent pas de résultats tangibles. Donc vous en fait en quoi toute cette démarche de réhabilitation des sites, de certification, en quoi elle permet de contribuer à la performance économique et en quoi elle constitue une barrière à l'entrée dans un contexte qu'on sait de durcissement des normes des réglementations. Vous le dites très bien, quand je fais visiter les sites et qu'on voit ces milliers d'arbres qu'on plante chaque année, le soin qu'on apporte à la biodiversité, etc. Je vois quelquefois les yeux des investisseurs actionnaires qui voient peut-être du dividende s'envoler. Et je tiens à souligner qu'en fait, tout ce travail que l'on fait n'est pas du travail perdu. On ne perd jamais à avoir de bonnes pratiques, puisque c'est un gage de pérennité de l'entreprise. D'abord parce que je l'ai dit tout à l'heure, nos métiers sont des métiers à autorisation. Donc si on se comporte mal, si on a de mauvaises pratiques, ça veut tout simplement dire risque de suspension de l'activité. Et malheureusement, il y a des scandales réguliers en matière. Peut-être mentionner un oui, peu. Oui, il y a en Mayenne, il y a un opérateur, on va dire indélicat, qui était censé traiter des PCB, donc les pyralènes, et qui en fait ne les traitait pas, les diluait et opérait à des rejets dans la nature, ce qui s'est traduit par des pollutions du milieu naturel, des empoisonnements de bétail, et donc une possible transmission dans la chaîne alimentaire. Donc là, on est devant un phénomène quasi délictuel, enfin qui est délictuel puisque c'est la correctionnelle et le pénal, etc. Bon. On va essayer de ne pas arriver dans ces extrémités. Comme je le disais tout à l'heure, on essaye de faire même mieux que de prévenir les passifs environnementaux. Et ça a des conséquences, en fait tout simplement financières, parce que quand vous faites de la réhabilitation à l'avancement, quand vous êtes dans l'excellence et qu'on sait que vous ne générez pas de passifs, eh bien tout simplement vos provisions pour réhabilitation à la fin de l'année, elles sont négligeables. Je rappelle que réglementairement, on doit provisionner la fin d'exploitation du site, la réhabilitation et puis ce qu'on appelle le suivi trentenaire, puisque pendant 30 ans, on est responsable de ce qui peut se passer sur le site après l'exploitation. Donc à partir du moment où vous avez mis en place tous les outils et que vous avez fait preuve des meilleurs résultats, il est clair que les dotations de chaque année sont beaucoup plus négligeables que ceux qui se disent bon, on verra dans 25 ans ce qu'il y aura à faire et à ce moment-là, il ne faut pas être actionnaire, je crois, dans 25 ans, c'est tout. Donc on voit bien l'intérêt pour les investisseurs d'être en fait plutôt patient et d'avoir une logique de long terme quand ils investissent dans les sociétés qui ont des démarches environnementales comme les vôtres. Voilà, la pérennité, la pérennité de l'entreprise est un sujet très important pour Joël Séché, et on s'efforce de démontrer la qualité de notre travail dans le temps. C'est très facile
dans nos métiers aussi de sortir du résultat. C'est vrai qu'on en fait un petit peu moins, on investit un peu moins ici ou là, et puis on va générer du résultat, mais on sera rattrapé un jour ou l'autre par quelque chose qui sera bien pire que de replanter quelques arbres, parce que ça sera des pollutions à faire et des coûts qui peuvent être très importants. Et peut-être une dernière question, parce que dans ce domaine, il y a beaucoup d'angélisme, en fait, beaucoup d'entreprises qui se déclarent extrêmement vertueuses et qui, parfois, oublient de rappeler qu'il y a toujours des progrès à faire et que tout n'est pas parfait. Donc, dans ce domaine, on aime bien savoir, en fait, quelles sont vos pistes d'amélioration et sur quoi on peut vous suivre voilà, d'ici 1 à 2 ans. Quels sont les domaines sur lesquels vous pensez progresser ? Alors, je dirais que sur un axe purement externe, la réflexion aujourd'hui, c'est de poursuivre l'adaptation du groupe à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Nous, on vient des métiers du traitement, donc plutôt l'élimination des volumes et des toxicités du déchet. Aujourd'hui, le déchet doit être vu comme une ressource dont on extrait la valeur, et on doit développer nos métiers dans ce sens. Donc ça veut dire aussi de la recherche et développement pour adapter les process, les savoir-faire. Donc on a une première réalisation, par exemple, dans la fabrication de combustibles issus du déchet, ce qu'on appelle le CSR, combustible de substitution résiduelle. C'est un granulat qui est fait à partir de certains types de déchets et qui va pouvoir être utilisé dans des chaudières industrielles, par exemple. Mais là, nous endossons la responsabilité du producteur, c'est-à-dire qu'on doit fabriquer un produit normé, alors normé en termes de PCI, de pouvoir calorifique, puisqu'on va vendre un pouvoir calorifique à un client, et également on doit s'assurer des conséquences environnementales de ce nouveau produit, c'est-à-dire que la combustion ne va pas dégager tel ou tel type de gaz qui va être tout à fait pénalisant ou pour l'utilisateur ou pour ses riverains. Donc tout ça nous emmène dans la transformation et la valorisation des matières. Et un des axes de développement, par exemple, c'est le travail qu'on peut avoir sur les boues industriels. Les boues industriels qui sont issus de process et qui peuvent contenir, par exemple, des métaux. Vous savez, comme moi, que les métaux sont en phase de raréfaction. C'est en dizaines d'années qu'on compte l'épuisement du fer, du lithium, de matières dont on a besoin dans toutes nos fabrications. C'est de plus en plus un enjeu donc de développement durable et de croissance économique pour nous de s'impliquer dans la valorisation de ces boues industrielles, c'est-à-dire d'arriver à trouver des process qui vont nous permettre d'extraire ces matières précieuses, ces métaux des boues. Donc c'est un travail aujourd'hui, une application en recherche en développement. On a beaucoup avancé sur, par exemple, des sujets comme les dépollutions au mercure. On continue d'avancer sur d'autres pistes. C'est de l'investissement dans de nouveaux outils, évidemment techniques, des machines pour déshydrater les boues, pour précipiter ces éléments. Mais c'est aussi, alors, autre axe important, c'est tout ce qui est des outils logistiques, puisqu'il faut travailler aussi sur les transports propres. On a beaucoup investi dans les années récentes sur des plateformes, notamment qui vont privilégier le transport fluvial. On en a une à Gennevilliers, par exemple, qui peut réceptionner du déchet via la Seine et qui peut l'envoyer par les canaux sur nos sites de traitement en région lyonnaise. Donc c'est autant d'économies de CO2. Donc, c'est pas seulement gratuit, c'est aussi parce que nos clients nous demandent des bilans CO2 dans nos propositions. Et il nous arrive d'ailleurs quelquefois de gagner des clients, non pas parce que nous sommes moins chers, mais parce que nous sommes moins générateurs de CO2. Merci. Merci, excusez-moi. Écoutez, c'est très intéressant. En tout cas, on a bien compris que ce n'était pas une mode chez vous, la démarche environnementale. C'est un peu le cœur du métier, en fait. Voilà, merci de nous avoir donné la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.